Si vous aviez voulu construire un réacteur à fusion il y a 10 ans, la logique était simple. Il fallait le rendre vraiment, vraiment grand. Plus la machine était grande, plus le volume de plasma augmentait, et il était plus facile de confiner le gaz surchauffé pour une fusion soutenue. C'est pourquoi le monde a investi des milliards dans ITER, un projet dont la plateforme principale de construction est si grande qu'elle occupe l'espace de 60 terrains de football, ce qui, je crois, correspond à peu près à 60 terrains de football américains, mais je n'en suis pas certain. Puis un groupe du MIT est venu et a dit « Et si la taille n'était pas la solution ? Et si on faisait autrement ?» Et leur proposition était une machine appelée Spark, qui faisait à peine la taille d'une pièce. Et ils affirment que cette machine pourrait atteindre un bilan énergétique positif grâce à la fusion, ce que le monstre gigantesque d'ITER n'a pas encore réussi. Cela semble presque ridicule. Pendant des décennies, tous les modèles de fusion exigeaient souvent d'énormes champs magnétiques, des kilomètres de bobines refroidies à très basse température et un important blindage. Mais Spark n'a rien de tout ça. Il est petit, rapide à construire et il y a une chance que ça fonctionne. Le secret, c'est dans les aimants qu'ils utilisent. Tu vois ? Nouvelle génération de conducteurs haute température, assez solides pour réduire la taille d'un réacteur à fusion sans modifier la physique fondamentale. Si le MIT a raison, cette petite machine pourrait ouvrir une voie qui rendrait ITER obsolète avant même qu'il ne soit mis en service. Et c'est exactement sur ça que l'équipe du MIT mise tout. La fusion paraît simple à expliquer. Il suffit de prendre 2 atomes légers, souvent de l'hydrogène, de les écraser fortement, et cela libère beaucoup d'énergie. C'est le même processus qui alimente le Soleil, ce qui le rend presque poétique. Imaginez simplement la capacité de créer une petite étoile sur Terre. Mais en réalité, les étoiles ont un avantage énorme. Elles ont beaucoup de gravité parce qu'elles sont vraiment grandes. Elles ont assez de gravité pour comprimer la matière à des millions d'atmosphères de pression, jusqu'à ce que les atomes ne puissent plus résister à la fusion. Nous n'avons pas cette force, donc nous trichons pour obtenir le même résultat en utilisant beaucoup de chaleur. Et on parle d'environ 100 millions de degrés Celsius. C'est 6 fois plus chaud que le cœur du Soleil. Essayer d'emprisonner quelque chose d'aussi chaud dans une machine en métal, c'est comme retenir de la gelée dans une cage d'élastique. Ça cherche à s'échapper partout. Les physiciens ont trouvé une solution de contournement. Des aimants. Des aimants vraiment, vraiment puissants et forts. Ils tordent et confinent le plasma, cette soupe de particules surchargées, dans une forme qui ne touche jamais les parois. L'idée est devenue, plus le réacteur est grand, plus on peut maintenir longtemps le plasma stable. C'est là que les lois et critères interviennent. C'est une sorte de recette pour la fusion, et selon celle-ci, il faut 3 ingrédients dans le bon équilibre, la température, la densité et le temps de confinement. On peut augmenter un paramètre pour que la fusion marche, mais si le temps de confinement est court, il faut pousser les 2 autres au maximum, d'où la nécessité de construire d'énormes réacteurs durant des décennies. C'est ainsi qu'on en est arrivé à ITER, un immense tokamak en forme de beignet, actuellement assemblé dans le sud de la France. Haut de plus de 30 mètres, pesant autant que 3 tours Eiffel, ce sera l'une des machines les plus complexes jamais créées une fois terminée. L'idée est qu'avec un volume accru et un confinement prolongé, on a plus de chances d'atteindre l'équilibre où la fusion génère plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Le problème, c'est que plus les dispositifs de fusion sont grands, plus ils deviennent lents, chers et complexes à construire. Des projets qui avaient de commencer avec un plan sur 5 ans en sont à 30 ans sans qu'on voit la fin arriver. L'histoire de la fusion apparaît comme un cycle d'espoir et de frustration. Dans les années 1950, les dispositifs Z-Pinch furent les premières tentatives de comprimer le plasma avec des courants électriques. Ils ont suscité beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup d'instabilité. Le plasma se tordait, formait des coudes et s'échappait, ruinant ainsi le confinement. Puis sont arrivés les tokamaks, que les soviétiques ont inventés dans les années 1960. Ces machines toroïdales ont enfin offert aux scientifiques un outil exploitable. Et dans les années 1970, tout le monde pensait que nous étions à 30 ans d'une fusion viable. Puis les années 90 sont arrivées et la fusion était toujours à 30 ans. Dans les années 2010, c'était la même histoire. La blague c'est devenu que la fusion est toujours à 30 ans, peu importe quand on pose la question. Et honnêtement, on comprend pourquoi. Les réacteurs à fusion sont devenus plus grands, plus lourds et plus chers, mais la physique n'est pas devenue plus simple. Stabiliser le plasma quelques secondes était déjà une réussite, mais le rendre auto-entretenu restait le défi. Mais ces 10 dernières années, certains scientifiques se sont demandé « et si on construisait le plasma plus petit plutôt que de chercher à augmenter sa taille ?» Cette question semble naïve au début, comme proposer de faire un moteur à réaction avec un sèche-cheveux, mais ce n'est pas si insensé.
La clé, c'était les aimants, notamment des supraconducteurs à haute température, capables de transporter de forts courants sans résistance. Les aimants supraconducteurs classiques, tels que ceux d'ITER, nécessitent un refroidissement à l'hélium liquide et ne peuvent générer qu'environ 11 à 12 Tesla de champ magnétique. Les nouveaux, basés sur l'oxyde de barium-cuivre de terres rares ou ruban rubeaceo, peuvent aller bien au-delà, dépassant les 20 Tesla dans certains cas. Ce n'est pas une simple amélioration. En fusion, la puissance du champ magnétique a un impact majeur. Parce que le confinement de l'énergie évolue à peu près avec la quatrième puissance du champ magnétique, doubler le champ peut rendre le réacteur jusqu'à 16 fois plus efficace. Donc soudainement, vous pourriez atteindre les mêmes conditions dans une machine 2 fois plus petite. Spark est ainsi né. Le MIT et la start-up Commonwealth Fusion Systems ont compris qu'avec des aimants plus puissants, il était possible de construire des réacteurs plus petits. Et nul besoin d'un projet à 50 milliards de dollars pour cela. Plus petit permet une construction rapide, un coût réduit et facilite les tests et itérations. C'est une façon de penser la fusion à l'envers, et c'est ce qui rend Spark si intéressant. Ce n'est pas un concept physique révolutionnaire ni un matériau miracle. C'est une idée d'ingénierie qui remet en cause des décennies de dogmes liés à la taille. Sur ma chaîne, je parle des technologies innovantes, mais chaque innovation comporte des risques. Il y a toujours une chance que cela n'aboutisse pas et que les investisseurs puissent perdre leur argent. Quand il s'agit de mon argent, je veux minimiser les risques sans renoncer à de bons rendements. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler d'une plateforme d'investissement appelée Mintos. Mais d'abord, démystifions 2 idées reçues courantes sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne, mais elles sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à commettre des erreurs coûteuses. Mythe numéro 2, les actifs à revenus fixes sont compliqués et pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus facile que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Puisque faire fructifier votre argent est simple, investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Le test qui a prouvé une nouvelle voie. La percée a eu lieu le 5 septembre 2021 dans un laboratoire sans prétention de la rue Albany à Cambridge, où des scientifiques avaient passé 5 ans à essayer d'affiner le ruban AirEpco en bobine, capable de supporter des contraintes suffisamment fortes pour écraser l'acier. Vous voyez, un aimant de 20 Tesla concerne plus le contrôle que la puissance. Donc si trop de courant est envoyé trop rapidement, le matériau se détruit lui-même. Le test qu'ils effectuaient était un exercice d'équilibre entre la physique et l'ingénierie, et un échec aurait signifié ne jamais atteindre l'arc le plus petit possible. Dans la salle de contrôle ce matin-là, les ingénieurs augmentèrent le courant étape par étape. Quand l'aimant se mettait à bourdonner, les instruments contrôlaient température, vibration, tension et toute source d'instabilité. Et puis c'est arrivé. Les relevés ont franchi le seuil des 20 Tesla. Denis Wai, le directeur du PSFC, a déclaré plus tard que lorsqu'ils ont atteint cette étape, je cite, « on pouvait sentir l'avenir basculer ». Et il n'exagérait pas. C'était l'aimant le plus puissant de son genre jamais construit, capable de réduire la taille d'un réacteur par 10 tout en conservant les mêmes performances de confinement. Il faut se rappeler ce que ce moment représentait. Pendant 70 ans, la principale limite de la fusion n'était pas théorique. Nous connaissions les équations et comprenions assez le plasma pour le modéliser. Nous manquions de moyens pour créer un système assez compact et efficace pour être pratique. C'est pourquoi le succès de ce test a été une telle avancée. Cela a prouvé qu'il était possible d'ingénier l'impossible. L'équipe avait créé cet aimant comme module unique destiné à former plus tard un ensemble toroïdal complet pour Spark. Chaque bobine était faite de centaines de couches de ruban Repco, enroulées sous forte tension et refroidies à l'hélium supercritique.
À la fin du test, l'aimant était déjà resté à plein champ sans perdre sa supraconductivité une seule fois, et soudain, une nouvelle possibilité est apparue dans le monde de la fusion. Comme prévu, les investisseurs sont venus en nombre. En quelques mois, Commonwealth Fusion Systems a levé plus de 1,8 milliard de dollars, l'un des plus grands investissements privés de l'énergie, avec des soutiens comme Bill Gates, Google et d'importantes entreprises du secteur. Pour mesurer leur réussite, imaginez un accélérateur de particules de la taille du LHC, construit sur un seul campus ou un superordinateur basé sur la même physique tenant sur un bureau. C'est le changement de paradigme dont nous parlons. La communauté scientifique le savait. Même les critiques des entreprises privées de fusion, des personnes qui avaient repassé leur carrière à travailler sur ITER, ont admis qu'il s'agissait d'une véritable réussite. Le vieux débat sur la capacité des petits réacteurs à champ élevé à rivaliser avec de grands réacteurs disposait soudainement de données expérimentales favorables. Un autre aspect souvent ignoré dans cette histoire, le succès ne reposait pas uniquement sur le REPCO ou l'ingénierie. C'était une question de culture. L'équipe Spark était un mélange de chercheurs du MIT et d'ingénieurs du secteur privé, un modèle hybride qui ressemblait plus à SpaceX qu'à un laboratoire universitaire. Ils itéraient vite, échouaient discrètement et n'attendaient pas l'approbation de comités internationaux. Cette recherche sur la fusion, sans bureaucratie, montrait que de petites équipes pouvaient rivaliser avec des projets internationaux à plusieurs milliards. C'est en partie pourquoi la dynamique de l'industrie a changé presque instantanément, mais pour White et son équipe, le travail commençait seulement. Ils n'ont pas célébré longtemps, car cette bobine de 20 Tesla n'était que la première étape. Le défi suivant consistait à utiliser réellement ces aimants pour construire Spark dans une configuration toroïdale et vérifier si le plasma se comportait selon les prévisions des modèles. La machine qui tente de réinventer la fusion. Spark, c'est l'acronyme de Small as Possible Affordable Robust Compact d'ailleurs, est la réponse du MIT et de Commonwealth Fusion Systems à 70 ans de frustration. Sur le papier, c'est un tokamak comme ITER, mais en pratique, la philosophie est totalement différente. Au lieu de viser la perfection, Spark cherche à créer la machine viable la plus compacte. La chambre centrale de Spark, l'anneau qui contient le plasma, ne fera qu'environ 3 mètres de haut, avec un rayon de tube à plasma d'environ 1,85 mètres SK. Comparez cela au rayon de 6,2 mètres et à la hauteur de 30 mètres d'ITER, et vous commencez à voir la différence. Spark tiendrait aisément dans un hall d'assemblage d'ITER avec encore de l'espace, mais son champ magnétique sera 2 fois plus puissant malgré sa taille. Ces 18 bobines supraconductrices HDS en ruban REPCO produiront des champs magnétiques de plus de 20 Tesla capables de comprimer le plasma à une pression des centaines de millions de fois supérieure à l'atmosphère terrestre. L'objectif est d'atteindre un facteur de gain d'énergie de fusion, ou Q, supérieur à 1. Cela signifie générer plus d'énergie par fusion que la machine n'en dépense pour les maintenir. Le design de Spark vise un Q de 10 soit 10 fois plus d'énergie produite que consommée. Pour mettre cela en perspective, les meilleurs tokamaks de l'histoire, comme Jet au Royaume-Uni, ont atteint un Q d'environ 0,67. ITER vise aussi un Q de 10, mais pas avant le milieu des années 2030. Spark espère y arriver avant la fin de la décennie. Cela ne signifie pas qu'il y aura une centrale électrique, Spark étant un appareil de démonstration. Il vise à prouver la faisabilité d'une fusion compacte à champ élevé. L'étape suivante après cela est ARK, une version plus grande connectée au réseau qui pourrait générer en continu environ 200 MW d'électricité. ARK reprendra la technologie des aimants de Spark, mais ajoutera les systèmes pour extraire la chaleur, faire tourner les turbines et alimenter le réseau électrique. C'est une feuille de route remarquablement pragmatique. Au lieu de faire un bond gigantesque, le MIT et CFS procèdent en 2 étapes réfléchies. Démontrer d'abord la physique, puis l'appliquer à grande échelle pour créer une centrale électrique. Et ils avancent vite. La construction de Spark a commencé en 2023 à Devens, dans le Massachusetts, un site industriel à environ 1 heure de Boston. Le plan est de terminer l'assemblage d'ici 2025, d'obtenir le premier plasma vers 2026 et de viser des démonstrations d'énergie nette peu de temps après. Si cela se produit, Spark pourrait devancer ITER et atteindre l'étape décisive avec près de 10 ans d'avance, pour une fraction du coût. ITER, la plus grande collaboration scientifique au monde, implique 35 nations et un coût supérieur à 50 milliards de dollars. Le budget estimé de Spark est inférieur à 3 milliards levés presque uniquement auprès d'investisseurs privés. Techniquement, Spark reste un tokamak, une chambre toroïdale, où le plasma est formé et confiné par une combinaison de champs magnétiques, le champ toroïdal provenant des bobines principales et un champ poloïdal issu des systèmes auxiliaires. Mais presque tout a été repensé. Ces aimants modulaires permettent de retirer ou remplacer chaque bobine sans démonter le réacteur, une caractéristique innovante qui ferait gagner des années en maintenance.
Les systèmes de refroidissement sont simplifiés car les matériaux HDS fonctionnent à environ 20 Kelvin et non 4, permettant l'usage d'hélium supercritique. La structure est aussi plus légère et compacte, permettant des constructions futures plus rapides, voire une production en série. Les obstacles à venir. Malgré l'enthousiasme, ceux proches de Spark savent silencieusement que cela peut échouer. Spark repousse les limites du contrôle. Son plasma dépassera 100 millions de degrés Celsius, soit 10 fois plus que le cœur du Soleil, confiné dans une cage magnétique de quelques mètres de large. C'est comme tenir une étoile miniature dans vos mains en espérant que les parois ne fondent pas. Plus vous rendez le réacteur petit, moins il y a de marge d'erreur. Dans ITER, l'espace permet d'absorber les fluctuations et répartir la chaleur, tandis que dans Spark, une légère oscillation du plasma peut tout arrêter. Chaque microseconde d'instabilité doit être corrigée en temps réel par des systèmes de contrôle plus rapides que la perception humaine. Il y a aussi la question de la durabilité des aimants. Les rubans. REBCO, supraconducteurs à haute température, rendent Spark possible. Ils produisent des champs magnétiques presque 2 fois plus puissants que ceux d'ITER, tout en restant compacts et efficaces. Ils n'ont jamais connu un vrai environnement de fusion. Quand deutérium et tritium fusionnent, ils libèrent des neutrons à haute énergie qui frappent les parois et composants du réacteur. Au fil du temps, cette radiation peut abîmer tout ce qu'elle touche. Métal, isolation, même les couches supraconductrices. Si les bobines REBCO se dégradent sous le bombardement, les performances chuteraient. Les réparations seraient aussi complexes, car ces aimants sont très enroulés et refroidis. La remplacer prendrait des mois et coûterait des millions. On ignore encore combien de temps elles tiendront en conditions réelles de fusion. Seule la construction et l'exploitation de Spark permettront de le savoir. L'évacuation de la chaleur reste aussi un défi majeur. C'est l'un des problèmes les plus irrésolus et sous-estimés de la fusion. Chaque réaction de fusion libère de l'énergie sous forme de chaleur extrêmement localisée là où le plasma rencontre les parois internes de la machine. Les divertisseurs, composants spécialisés de l'évacuation, doivent résister à des flux de chaleur plus élevés que ceux des tuyères de fusée. Une panne du divertisseur peut endommager irréversiblement la chambre à vide. Les grands réacteurs comme ITER ont déjà ce problème, aggravé par le design compact de Spark. La chaleur s'accumule plus vite et il y a moins de surface pour la dissiper. Les ingénieurs testent de nouveaux matériaux et géométries de refroidissement, comme les tuiles en tungstène ou les alliages avancés, mais rien n'a encore été validé à la densité de puissance de Spark. Même si le plasma de Spark fonctionne parfaitement, le combustible ajoute sa propre complexité. Le mélange deutérium-tritium, utilisé dans la plupart des conceptions de fusion, est puissant mais délicat. Le deutérium est rendement facile à extraire de l'eau, mais le tritium est champement rare et radioactif, avec une demi-vie d'un peu plus de 12 ans. L'essentiel de l'approvisionnement mondial provient comme sous-produit de réacteurs nucléaires à eau lourde au Canada et en Corée du Sud, et seuls quelques kilogrammes existent dans le monde. Sa manipulation requiert un confinement spécialisé et des autorisations, ce qui peut freiner les progrès pendant des années. Spark consommera de petites quantités pour ses tests, mais tout de suite commercial nécessitera un cycle de tritium durable afin de produire un nouveau combustible en brûlant l'ancien. C'est tout un sous-domaine de recherche qui reste encore en grande partie théorique. Sans cela, la fusion ne peut s'étendre. Puis viennent les obstacles réglementaires et logistiques. Il n'y a pas de cadre pour obtenir une licence de réacteur à fusion privée aux États-Unis, car aucun réacteur à fusion n'a jamais produit une puissance significative. Les développeurs de Spark collaborent en tournant avec la Commission de réglementation nucléaire pour ouvrir de nouvelles voies, un processus potentiellement aussi lent que l'ingénierie. Et pourtant, malgré tous ces obstacles, Spark n'a pas besoin de tous les surmonter pour avoir de l'importance. Même s'il n'atteint jamais un Q supérieur à 1, les données qu'il produira seront inestimables. Valider la physique des réacteurs compacts à champ élevé transformerait tout le domaine. Cela prouverait que des machines plus petites peuvent atteindre le seuil énergétique qui a échappé aux scientifiques pendant 70 ans. Si Spark échoue, il pourrait quand même réussir sur les points essentiels. Il pourrait confirmer les modèles de confinement magnétique qui guideront la conception d'Arc, le prochain réacteur prévu. Il pourrait indiquer quand la fatigue des matériaux apparaît, comment mieux concevoir les séparateurs ou stabiliser le plasma plus efficacement. Voici ce que déclenche de vraies révolutions. Les personnes de Commonwealth Fusion Systems l'ont mieux compris que quiconque. Nombre d'entre eux ont déjà consacré leur carrière à des projets jamais allumés. Ils savent que la science est lente. Quand ils disent que Spark pourrait atteindre un gain énergétique net, ils ne se vantent pas, ils avancent une hypothèse qui demandera des années de tests et d'ajustements pour être prouvée. L'équipe de Spark sait qu'elle construit quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner, mais elle construit aussi quelque chose qu'il faut essayer. Chaque pas en avant, chaque test, chaque échec, chaque ajustement rapproche un peu plus le rêve de la réalité.
Et si cette réalité ressemble à celle qu'ils poursuivent, même les obstacles n'auront plus vraiment d'importance avec le recul, car la différence entre l'impossible et l'inévitable a toujours été mesurée par la persévérance.